Nous sommes en 1997 à Washington. Ces trois garçons-là s'appellent respectivement Gino, Brian et John. Ils n'ont pas de nom défini, car ils ont été trouvés tout bébés au Philip A. Bolden Memorial Park à quelques jours d'intervalle. Ils ne trouveront pas de famille adoptive et grandiront donc à l'assistance publique, feront des allers-retours dans des familles d'accueil, mais n'y resteront pas, car ils deviendront des enfants assez difficiles à gérer. Ils s'entendent bien tous les trois, surtout pour faire des bêtises et s'attirer des ennuis. Gino, Brian et John ont sensiblement le même âge, à quelques mois d'écart. Leur mère ayant visiblement accouché dans la clandestinité, il n'y a aucune information les concernant. La police fera connaissance avec ces trois garçons très tôt et les ramènera un nombre incalculable de fois à l'assistance publique pour divers larcins. À leur majorité, les trois garçons s'en vont de l'assistance publique et deviennent des délinquants notoires, sans abri, faisant des allers-retours en prison entre deux mauvais coups. Gino est un garçon brun, assez mince, assez grand, 1,80 m environ, à l'allure élancée, les cheveux en bataille et un regard sournois. Brian, lui, est un garçon blond, un peu rond, plus petit que Gino, 1,75 m à peu près. Les cheveux lui arrivant aux épaules, raides et graisseux. Quant à John, c'est un garçon aux cheveux roux, coupés très courts, comme un militaire. La peau très blanche, la même allure élancée que Gino, à part que John est plus petit en taille. Il mesure à peu près comme Brian dans les 1,75 m et a les paupières tombantes, ce qui lui donne en permanence un air fatigué ou bien un air de se foutre de tout. Ils se font appeler les frères Bollen, en référence au nom du parc dans lequel ils ont été trouvés. Ils dorment ici et là, tantôt dans un squat, tantôt dans la rue. Ce sont des garçons peu fréquentables. Et même parmi les délinquants et autres petites frappes, il se dit qu'il ne fait pas bon s'associer avec les frères Bollen, car ils n'attirent que des ennuis. Une petite comptine circule d'ailleurs entre eux qui dit ceci: avoir les Bollen en association, c'est finir assurément en prison. Gino, Brian et John, comme vous l'aurez compris, ne sont pas bien vus, ni par la société, ni même par les gens de leur propre milieu. Tout le monde les évite comme la peste. Les frères Bollen sont donc mis à l'écart, marginalisés. Et ils ne s'en plaignent pas, au contraire. Cette réputation les fait même sourire. Et ils ont à cœur de l'entretenir en multipliant les allers-retours en prison. Ils se prennent un peu pour des vedettes, pour des caïds, alors que ce ne sont que des petites frappes dont les actions irréfléchies les mettent en marge de tout le monde. Et oui, faire un coup, ça se réfléchit, ça se calcule, ça se met en place. Et les frères Bollen, eux, ne calculent rien et agissent sur le moment, à l'impulsivité, ce qui, dans une organisation, pourrait s'avérer dangereux. Et c'est pour cela que tout le monde les évite. Dans le quartier où les frères traînent souvent, il y a un petit magasin tenu par un couple assez âgé. C'est un petit magasin simple qui vend des bibelots, une sorte de bazar ou de brocante. Monsieur et Madame Bacot en sont les tenanciers. Otim Bacot est un monsieur de 75 ans, 1,72 m, un peu tassé sur lui-même, les cheveux blancs coupés courts, le visage calme. Et son épouse, Najat Bacot, 73 ans, 1,60 m, est une petite bonne femme souriante, les cheveux bouclés, mi-longs, ses dents d'une canne pour marcher à cause de son arthrose dans son genou gauche. Le couple Bacot est originaire du Ouganda, en Afrique de l'Est. Ils sont venus à Washington alors qu'ils étaient jeunes mariés. Ils aimaient les voyages et ont décidé de s'installer à Washington. Ils ont eu une fille qu'ils ont prénommée Jeannette. Elle a grandi dans une famille aimante et est devenue une jolie jeune femme. Aujourd'hui, elle est en Ouganda chez sa tante. Elle fait des études sur les coutumes et les traditions et a choisi naturellement le pays d'origine de ses parents. Une boutique tenue par deux petits vieux sans défense, dans une rue où il n'y a pas vraiment de passage. Une petite rue adjacente à Blue Ridge Avenue. Cela a de quoi attiser la curiosité de trois délinquants notoires à l'affût d'un mauvais coup. Nous sommes vendredi, aux alentours de 20h30.
Nous sommes en été et il fait clair très tard en été. Comme tous les soirs, Otim Bako s'apprête à fermer sa boutique. Il sort afin de baisser le rideau de fer, mais n'a pas le temps d'atteindre la manivelle qui se trouve non loin de la porte d'entrée qu'il se sent violemment poussé à l'intérieur du magasin. Le vieil homme tombe lourdement sur le sol de son magasin. 3 jeunes hommes s'engouffrent dans le magasin et ferment la porte derrière eux. Brian relève sans ménagement le vieux monsieur et le conduit près du comptoir, l'exhortant d'ouvrir la caisse pour lui filer le fric. Otim Bako, apeuré, tente de répondre qu'il n'y a presque rien dans la caisse, que c'est une petite boutique sans prétention qui rapporte juste assez d'argent pour vivre, mais pas plus. Le garçon blond qui le tient durement par un bras ne veut rien entendre et hurle dans les oreilles du vieux monsieur. John, qui était passé de l'autre côté du comptoir pour fouiller l'arrière-boutique, revient en tirant Najat Bako par les cheveux. Celle-ci avait tenté de se faire discrète afin d'appeler la police, mais le jeune homme était arrivé avant que celle-ci ait fini de composer le numéro et l'avait vite neutralisé. Brian hurle aux oreilles d'Otim que s'il ne veut rien qu'il arrive de fâcheux à sa femme, il a intérêt à se plier à ses exigences et à lui filer le fric. Le vieux Otim Bako ouvre alors la caisse. Et Gino, qui jusque-là attendait patiemment sans rien dire, un sourire narquois sur les lèvres, plonge sa main dans le tiroir-caisse afin d'en retirer le maigre contenu. Gino, en comptant l'argent, a du mal à croire que c'est tout ce qu'il y a. Bien que le vieil homme lui affirme que c'est la recette de la journée, que sa boutique lui rapporte juste le strict minimum, Gino n'en croit rien et veut tout l'argent. John, qui a la canne de Najat en main, pousse la vieille femme pour que celle-ci tombe sur le sol et commence à lui donner des coups de canne. Otim tente de protester, mais Brian pousse à son tour le vieil homme pour que celui-ci tombe au sol, casse une bouteille vide qui était posée derrière le comptoir et menace Otim de le saigner s'il ne donne pas tout l'argent qu'il possède. Mais Otim affirme en pleurant qu'il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre, sa boutique est modeste, il supplie les garçons de le croire. Mais ceux-ci ne veulent pas entendre raison. Les coups de canne redoublent sur Najat, et Brian commence à couper la peau du pauvre Otim avec un bris de verre. Gino, en inspectant les lieux, repère un terrarium avec 3 scorpions dans l'arrière-boutique. Otim aimait ces anthropodes de la classe des arachnides. Il enfile ses gants en cuir qu'il porte toujours quand il vole une voiture, prend un vase lourd afin de casser le terrarium. Le contenu s'écoule par terre. Gino écrase les 3 scorpions avec ses bottes, les ramasse. Il s'approche de la pauvre Najat Bako, lui tire les cheveux pour lui faire ouvrir la bouche, puis enfourne les scorpions dans celle-ci. « Avale ça, la vieille !» dit-il avec un ricanement désagréable. Gino a l'œil mauvais. Il est frustré d'avoir gâché sa soirée pour quelques misérables dollars. Il fait signe à ses 2 compères qu'ils lâchent le pauvre couple gisant à terre. Les 3 délinquants mettent le magasin à sac avant de partir. John garde comme un trophée la canne de la pauvre Najat Bako. Le mardi suivant, un avion se pose sur une des pistes de l'aéroport international de Washington Dulles. Dans cet avion se trouve Janet Bako, qui ayant été prévenue par la police du drame qui venait de se dérouler dans la boutique de ses parents, a pris le premier avion. Elle est accueillie par un inspecteur, Alan Stark, qui lui annonce que son père est décédé suite à ses blessures et que sa mère est à l'hôpital dans un état critique. Elle ne parle pas, elle murmure juste qu'elle veut sa fille. Elle ne dit rien d'autre. Jeannette monte dans la voiture de l'inspecteur et malgré la fatigue des 17 heures de vol pour rallier le Ouganda à Washington, demande à l'inspecteur de la conduire de suite au chevet de sa mère. Arrivée à l'hôpital, dans la chambre de sa mère, Jeannette se penche sur le lit pour l'embrasser. Najat chuchote quelques mots à l'oreille de sa fille. Jeannette dépose un doux baiser sur le front de sa mère et chuchote à son tour quelques mots. Najat lui sourit. Jeannette caresse tendrement la joue de sa mère avant de sortir de la chambre. L'inspecteur Alan demande à Jeannette si sa mère lui a dit quelque chose sur les agresseurs
des noms, des profils. La police est sûre qu'ils étaient plusieurs au vu des blessures retrouvées sur le couple, mais ils n'en sont qu'au début des investigations et un peu d'aide leur serait très utile. Jeannette répond que non. Sa mère ne se souvient pas, elle est très faible et sa mémoire lui fait défaut. Elle sait juste qu'elle a subi une agression violente, mais rien de plus. L'inspecteur semble embêté, mais comprend, vu l'âge de la dame. Jeannette explique à l'inspecteur que sa mère a été victime il y a quelques années d'un AVC qui lui a laissé quelques séquelles et qui peut lui provoquer des problèmes de mémoire. L'inspecteur fait un sourire compatissant à Jeannette et lui dit qu'il est désolé, puis la dépose à l'appartement de ses parents en lui laissant sa carte et en lui disant de lui téléphoner si sa mère se souvient de quelque chose ou si elle-même a au moins un début de piste. Jeannette se repose de son voyage, puis se restaure. Elle est arrivée à Washington vers 14h30. Le trajet vers l'hôpital, le temps passé avec sa mère. L'inspecteur l'a déposée chez ses parents vers 17h. Jeannette a dormi à peu près 3 heures. Il est maintenant 20h30. Jeannette se restaure. Elle a les larmes aux yeux en regardant une photo d'elle petite, avec ses parents dans un cadre. Jeannette prend un trousseau de clés dans le tiroir de la commode, puis descend à la boutique. L'inspecteur lui a bien dit d'éviter d'aller à la boutique, mais Jeannette s'y rend quand même. Une fois arrivée, Jeannette a une nouvelle fois les larmes aux yeux, en voyant le magasin saccagé. Elle fouille dans un tiroir afin d'y trouver une loupe et un petit sachet, dans lequel son père mettait les petits articles que les gens achetaient, porte-clés, badges, etc. Puis cherche au sol, derrière le comptoir, là où ses parents ont été malmenés, au milieu de quelques débris et d'un peu de sang qu'elle devine appartenir à feu son père, Jeannette trouve un cheveu blond. Elle le ramasse délicatement et le met dans le sachet. Puis elle fouille encore, scrute le moindre coin. La police n'a pas pu tout trouver, c'est impossible. Au milieu de bris de verre, qui avait été le terrarium, elle trouve un cheveu brun. Elle le met également dans le sachet. Puis Jeannette continue ses recherches. Elle a bataillé. Ça n'a pas été facile. Mais Jeannette réussit à trouver un tout petit cheveu roux. Elle a d'ailleurs failli le louper tellement ce cheveu est petit. Mais elle le trouve et le met lui aussi dans le sachet. Puis retourne à l'appartement de ses parents. Le lendemain, l'inspecteur convoque Jeannette au commissariat pour prendre une déposition. Mais Jeannette n'étant pas sur le territoire au moment des faits, elle n'a rien à dire. Ses parents n'avaient pas d'ennemis de son souvenir. Ils ne se faisaient racketter par personne. Ils étaient gentils, simples et appréciés de tout le monde. Après le passage au commissariat, Jeannette passe voir sa mère. Elle se parle en se chuchotant dans l'oreille. Najat est très faible et ne peut que chuchoter. Puis, sur le soir, Jeannette rentre chez ses parents. Il est 21h. John est dans un hôtel minable. Il vient de passer un moment avec une fille. Elle vient de se rhabiller et part précipitamment car son mari ne va pas tarder à rentrer à la maison. John a gardé la canne de Najat avec lui. Il trouve que ça lui donne du style. Il écrase sa cigarette, regarde la canne, s'en saisit et commence à se frapper avec, fortement, sur la tête. Il tend les bras en avant et les ramène violemment vers lui, afin que la canne lui frappe la tête de plus en plus vite, de plus en plus fort. Il commence à saigner, mais ne s'arrête pas. Au contraire, il redouble de violence jusqu'à tomber sur le sol, le crâne ouvert, sans vie. Il est 22h. Brian sort d'un bar malfamé, une bouteille de bière à la main. Il est dans un état second. Il doit retrouver ses frères pour une virée de nuit. Il s'arrête un instant dans un squat pour finir sa bière et se dégriser. Si Gino le voit comme ça, il va l'engueuler. Il finit sa bière, puis casse la bouteille par terre. Se saisit d'un morceau de verre, puis il commence à se taillader le visage, de plus en plus vite. Ses gestes sont frénétiques, puis il s'ouvre la gorge et s'écroule sur le sol. Il est aux alentours de 23h15.
alors que Gino roule au volant d'une Peugeot 306 fraîchement volée sur un parking. Gino tire sur sa cigarette en pensant que ses deux frères ont intérêt à être au rendez-vous. Il a repéré une villa qui ne demande qu'à être visitée. Et cette fois, il en est sûr, ça ne sera pas un coup foireux comme la boutique des vieux schnocks. De la cendre tombe sur le jean de Gino et celui-ci la balaye d'un revers de main en pestant. Ce n'est pas le moment de se brûler. Il regarde brièvement sa jambe, puis la route de nouveau, quand tout à coup, il fait une embardée. Il est sûr d'avoir vu quelque chose sur la route et veut à tout prix l'éviter. La voiture dérape, sort de la route. Gino perd le contrôle du véhicule qui roule dans un champ et vient se stopper brutalement alors que les roues rencontrent une grosse pierre. Gino, qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité, passe à travers le pare-brise et tombe assommé dans la rase campagne. Gino est réveillé par une vive douleur dans le poignet, qui apparemment s'est cassé dans sa chute. Il peste et souffle de rage et de douleur, quand il sent comme une petite brûlure à la cheville. Il baisse la tête et aperçoit un scorpion qui visiblement vient de le piquer. Il l'écrase de rage, quand il sent une autre brûlure dans son dos. Il n'y avait pas prêté attention à cause de la douleur de son poignet, mais un scorpion, semble-t-il, s'est glissé sous son t-shirt. Une nouvelle brûlure lui fait serrer les dents. Gino se met à rouler sur le dos pour écraser le scorpion. Il roule comme s'il était en proie aux flammes. Il roule, puis tombe dans un fossé creusé naturellement dans le sol. Gino est alors assailli de piqûres. Il semble que ce fossé naturel serve de nid à scorpions. Gino reçoit une dizaine, une vingtaine de piqûres avant de succomber au venin des arthropodes. Jeannette arrive à l'hôpital vers 9h du matin. Elle a reçu un coup de téléphone lui informant que sa maman était décédée. Les médecins se demandent même comment elle a pu tenir jusque-là. Les coups reçus, plus le venin des scorpions ingérés quand Gino l'a forcé à manger les arthropodes qu'il venait d'écraser, auraient dû avoir raison d'elle bien avant. Jeannette fait le nécessaire pour faire rapatrier les corps de ses parents en Ouganda. L'inspecteur lui rend une petite visite. Il lui parle des 3 accidents bizarres qui sont survenus sur les jeunes qu'il soupçonnait et sur qui ils avaient décidé d'enquêter. Jeannette garde le silence. L'inspecteur conduit Jeannette à l'aéroport. Ils se saluent et Jeannette dit à l'inspecteur que s'il a du nouveau, qu'il n'hésite pas, que de toute façon, elle reviendra pour s'occuper des affaires de ses parents. L'inspecteur lui sourit. Du nouveau. Si ce sont bien les garçons qui sont à l'origine de cette affaire, ce dont il ne doute pas, l'affaire sera bouclée. Les principaux suspects morts, il n'y a plus personne à juger. Et la canne retrouvée près du corps d'un des jeunes et qui se trouve dans le local des pièces à conviction prouve bien que ce sont eux qui avaient tout organisé. Nous sommes le lendemain soir, en Ouganda. Dans le village de Kamwenje, une cérémonie funèbre est célébrée. Les corps de Otim et Najat Bako, enveloppés dans un linceul, reposent sur une structure de bois. Une prière est dite par le prêtre, reprise par les villageois, puis on met le feu à la structure. Et on prie de nouveau pour que la fumée emmène les âmes de Otim et Najat au ciel, afin d'y trouver le repos éternel. Après la cérémonie, Jeannette s'isole, construit une sorte d'autel en bois, y dépose 3 poupées de chiffon. Sur chacune de ces poupées se trouve attaché un cheveu. Un cheveu blond sur une poupée, un cheveu brun sur la deuxième et un petit cheveu roux sur la troisième. Jeannette dit alors une prière et met le feu au petit autel. Le regard que Jeannette a alors qu'elle regarde ce petit autel brûlé nous permet de dire que sa prière n'est pas pour que ces âmes-là trouvent le chemin du ciel, mais plutôt celui de l'enfer.